Bien. Merci François, merci infiniment pour cette belle présentation, cette mise en route. Alors, je suis absolument ravie d'être là avec vous aujourd'hui parce que ça fait quelques années que je suis reçue dans cette association, plus d'une dizaine d'années. Oui. Je crois que c'est 2014 la première fois. Je vois des têtes que je reconnais, certaines. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis donc Chantal Mégarès, je viens du Gard. C'est pas très loin, le voyage s'est fait assez rapidement par l'autoroute. Donc je suis médium, conférencière, coach, thérapeute holistique et bien d'autres choses encore. On ne va pas se définir par une fonction. J'ai envie de dire que je suis comme vous, je suis un être incarné momentanément dans cette, j'allais presque dire galère. Et je suis passionnée par ce que je fais, mais je suis passionnée par-dessus tout par les gens. J'aime les gens, j'aime leur histoire, je trouve que les histoires des gens sont fascinantes. Et aujourd'hui, vous allez voir le thème de la conférence, c'est les histoires de vie. Alors, je vais vous parler des secrets de famille, de la psychogénéalogie, des mémoires transgénérationnelles. Pour moi, c'est un outil de travail au même titre que la médiumnité, mais c'est des outils qui sont très, très, très complémentaires et qui permettent justement de comprendre certains blocages, certaines... Alors, je ne vais pas vous faire trop de théorie, je vais surtout vous donner des exemples, parce que quand on vous explique les choses, bon, c'est un peu... si on n'est pas habitué, c'est une discipline qui peut présenter quelques difficultés de compréhension, mais quand on donne un exemple concret, finalement, surtout quand ce n'est pas le sien, on comprend très facilement. Quand on est sur notre cas, on comprend moins facilement, mais quand c'est le cas des autres, on comprend plus facilement. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, alors pour les gens qui ne me connaissent pas toujours, ça fait 20 ans maintenant que je suis thérapeute holistique et que je fais de la médiumnité en salle, mais auparavant, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années au SAMU. Je suis également spécialisée dans l'identification des causes de la maladie. Pour moi, la maladie n'arrive pas, c'est pas un accident, c'est pas un malheureux hasard, c'est un message de notre âme, et c'est surtout, contrairement à ce que certains pensent, la plupart des gens encore aujourd'hui voient la maladie comme une tragédie. Pour moi, c'est plutôt une opportunité d'évolution si on sait interpréter les causes, le message qui va avec, et si on sait faire ce qu'il faut, parce que malheureusement, on vit dans une société aujourd'hui où on nous apprend non seulement à aller mal, mais on nous apprend à faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait. C'est-à-dire que quand on est malade, déjà on cherche en permanence les dépistages. Je ne dis pas que je suis contre, mais en tout cas, on sait très bien que à force de chercher, on trouve. Et quand on trouve, moi, si on me fait un scanner là maintenant, j'ai peut-être 4 cancers en ce moment, et demain, j'en aurai peut-être plus que 2, et la semaine prochaine, peut-être 0 ou 6. Ça va, ça vient, en fonction de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, de nos émotions, etc. Il y a des choses qui se font et qui se défont dans notre corps. Le problème, c'est que voilà, on ne réagit pas de façon biologique, on va réagir de façon... on va prendre des médicaments. Vous savez que quand vous prenez un médicament, il agit sur un point, puis il agit ailleurs. Quand vous prenez plus de 3 médicaments, eh bien, on ne contrôle plus du tout les effets secondaires, des interactions médicamenteuses. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous traiter, de ne pas prendre de médicaments, mais je suis en train de vous dire qu'il faut le faire intelligemment. Et puis voilà. Donc quand on parle de maladie, quand on parle de tragédie, des vies qui basculent, je peux vous dire qu'en 10 ans de SAMU, j'en ai vu. Et ça m'a bien préparé à la médiumnité, à faire de la médiumnité en salle, puisque quand on fait de la médiumnité, la tragédie s'est déjà produite. Quand on a perdu un conjoint, un enfant, un parent, faut pouvoir faire face. Du SAMU à la médiumnité, ben écoutez, j'ai envie de vous dire que ça s'est passé très simplement. Quand on s'incarne avec un chemin de vie, ben, on ne peut pas en sortir, on le suit, et puis les choses se font relativement simplement. J'interviens également de façon ponctuelle sur différentes radios, et si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à vous rendre sur mon site internet ou sur une de mes pages Facebook. Vous y trouverez trop rien de personnel, parce que je ne suis pas là pour étaler ma vie privée, je suis plus là pour vous servir, pour vous aider à aller bien, pour vous aider à comprendre ce que j'ai compris en faisant le chemin. Et ce que François disait tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ton introduction, François, parce que tu dis on est tous reliés, et ça, si plus rapidement on va comprendre ça, plus rapidement on va monter en vibration et on va changer ce qui se passe à la surface de cette planète, puisque vous voyez bien que
Il suffit d'allumer un journal télévisé pour voir ce qui se passe, hein, des guerres un petit peu partout. On se bat les uns contre les autres. Alors à grande échelle, c'est différentes nations. À petite échelle, c'est dans nos familles, entre les frères et sœurs, entre les conjoints, etc. L'idée, c'est de faire la paix dans son cœur d'abord, hein, de voir une perfection au-delà, je vais être moraliste, mais de voir une perfection au-delà des apparences. C'est-à-dire que, vous savez, les êtres humains, c'est comme les animaux. Un animal, un chien, si on prend le cas d'un chien, un chien qui aboie, qui mord, qui agresse un chien qui a été maltraité ou qui a été affamé, mais un chien, c'est gentil comme tout. Hein. Les êtres humains, moi j'ai appris à travers mon métier, il n'y a pas de mauvais êtres humains. Il n'y a pas de mauvais êtres humains. Il n'y a que des gens qui se sont égarés, il n'y a que des gens qui sont en adaptation de survie, qui font ce qu'ils peuvent avec leur propre histoire. Vous le verrez à travers les exemples que je vais vous donner. Mais quand on apprend à voir au-delà des apparences, on ne peut avoir que de la tendresse pour les gens. Et ça, c'est quand on arrivera à s'aimer les uns les autres. Hein. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des ombres du passé. Vous avez le passé, vous avez le présent, vous avez le futur. Ça, c'est dans l'illusion de notre dimension. En réalité, si on sort de cette dimension, le temps n'existe plus. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Mais là, tant qu'on est encore dans cette dimension, dans cette vibration, il faut bien composer avec le passé. Alors le passé, vous avez, vous voyez par exemple cette photo, vous avez un couple avec des enfants qui paraît bien sous tout rapport, hein, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a peut-être un papa incestueux, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être des choses, et ça ne se voit pas, ça ne se dit pas. En général, quand on vit des choses comme ça, des secrets de famille, eh bien, quand à une génération, il y a un secret qui se fait, le secret est lié au silence, c'est-à-dire qu'il y a un événement, on va garder le silence sur cet événement, et ça va se transmettre de génération en génération, et ça va évidemment avoir un impact monumental sur les générations d'après. Alors je vais vous le démontrer. Donc j'ai envie de vous dire, quand le passé parle à travers nous, c'est-à-dire que nos maladies, nos comportements, nos métiers, nos choix découlent souvent soit de secrets, soit de comportements de nos ancêtres. Le poids caché des secrets, quand un secret se fait, dites-vous bien une chose, c'est que dans les générations futures, il y aura vraiment un poids. Et ce poids, il pourra prendre la forme d'une maladie, il pourra prendre la forme de deuil répétitif, par exemple. Hein, vous verrez, ça peut être très, très subtil. Donc, comment les secrets transgénérationnels influencent notre présent, je vais vous le montrer. Et j'aime bien cette phrase, généalogie égale généalogique, parce que moi qui monte des arbres généalogiques tous les jours pour aider les gens à mieux se connaître, mieux se comprendre, il y a toujours une logique époustouflante dans le fonctionnement d'une dynamique familiale. Alors, comme François le disait au préalable, quand votre âme a choisi de venir s'incarner dans cette dimension, elle ne l'a pas fait comme ça, c'est pas on lance les dés puis on voit ce qui se passe, elle l'a fait dans une intelligence absolue, accompagnée de son guide, de sa guidance, et elle a absolument tout choisi, le contexte géopolitique, le contexte économique, le contexte social, culturel, familial. C'est pas la même chose de naître dans une famille pauvre en Afghanistan en ce moment, ou dans une famille aisée américaine ou suisse. Voilà, c'est pas la même chose de s'incarner dans un corps en bonne santé ou dans un corps handicapé, mais tout ça, c'est absolument choisi, voulu, c'est volontaire d'un point de vue de l'âme. Alors c'est sûr que pour notre petit mental, pour la personne que l'on est aujourd'hui, être malade, être handicapé, être dans une famille dysfonctionnelle, c'est horrible, c'est catastrophique. Pour l'âme, c'est juste un terrain d'évolution, c'est juste le moyen de pouvoir venir expérimenter des choses qui vont lui permettre d'évoluer dans son schéma d'évolution. À savoir que souvent, les victimes d'aujourd'hui sont les bourreaux d'hier. Il n'y a pas de morale là-dedans, c'est que des choix d'âme, c'est-à-dire que quand on retourne de l'autre côté, qu'on se retrouve avec notre guide qui n'est pas là pour nous juger, qui est là pour nous accueillir et nous aider à faire le point, on va revisionner, on va avoir recours à ce qu'on appelle la revue de vie. Et quand on va revoir tout ce que l'on a vécu, François le disait justement, hein, chaque pensée, chaque parole, chaque intention va avoir des répercussions. Même si vous pensez quelque chose et que vous ne le dites pas, ça aura des répercussions. Même si vous avez une intention et que vous ne le faites pas, ça aura des répercussions. Et au moment de la revue de vie, si par exemple à 5 ans,
vous avez la mentalité et la conscience d'un enfant de 5 ans et que vous dites à votre camarade de classe t'es moche et t'es bête, peut-être que cette petite fille qui a entendu t'es moche et t'es bête va se construire autour de cette phrase-là et va développer peut-être une dévalorisation extrême à l'âge adulte et va peut-être devenir dépressive parce qu'il y a déjà un terrain, c'est-à-dire que c'est un facteur, un élément qui va se conjuguer à d'autres et qui vont faire que cet enfant va vivre des choses plus tard adulte. Et ce qu'elle va ressentir, eh bien, au moment de notre revue de vie, nous allons le ressentir. Et quand on a la conscience d'être tous unis, tous liés, quand on ressent le chagrin, la peine, la colère, la douleur de l'autre, eh bien, on n'a qu'une envie, c'est de revenir pour corriger. Et c'est pas pour rien qu'on croise des gens, qu'on les aime instantanément, ou alors qu'on les déteste sans raison. Vous savez l'expression je peux pas le sentir ou il me plaît bien, etc. C'est pas pour rien, c'est parce que il y a certainement des mémoires karmiques, et on se reconnaît en général. Donc, alors je ne saurais aller plus loin dans la conférence sans vous parler d'Anne-Ancelin Schuston-Berger, qui est quand même la maman du transgénérationnel en France, la maman de la psychogénéalogie. Elle est décédée assez récemment, en 2018, mais en tout cas, on lui doit l'appellation psychogénéalogie. Elle a écrit plusieurs livres, je vous ai mis quelques exemples. Aujourd'hui, en matière de psychogénéalogie, il y a énormément d'ouvrages, donc n'hésitez pas à vous laisser guider, soit dans un rayon de magasin, soit sur le net. Vous serez toujours guidé vers le livre dont vous avez besoin. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors, nous sommes dans une dimension qui est régie par des lois. J'ai un petit objet dans les mains, si je le lâche, il va être attiré au sol, la loi de la pesanteur. Vous avez également des lois biologiques. Si on se met au pied d'un cerisier, on ne va pas y trouver des pommes. Pourquoi ? Parce que le fruit dépend de ses racines. Nous sommes le fruit d'un arbre généalogique, mais nous sommes le fruit. Et nous dépendons, nous aussi, de nos racines. En fonction de ce que nos ancêtres ont vécu, pas vécu ou mal vécu, eh bien, on va être dans un schéma de réparation, de reproduction ou de transmission. Donc, c'est assez simple à comprendre. En fonction de ce que mes parents, mes grands-parents, mes aïeux ont vécu, soit je fais la même chose, je reproduis, soit je répare, je fais exactement le contraire, soit je ne reproduis pas, je ne répare pas, mais je transmets à la génération d'après moi, qui, elle, réparera, reproduira ou retransmettra. Ça peut sauter plusieurs générations, ça peut aller jusqu'à 7. Donc, nous dépendons de nos racines, et je crois que c'est Voltaire qui disait la connaissance libère, mais c'est l'amour qui guérit. Et si on veut qu'un arbre fleurisse dans la nature, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut biner un petit peu les racines, il faut tailler un petit peu les branches mortes, il faut en prendre soin. C'est un petit peu pareil pour votre arbre généalogique, c'est-à-dire votre famille. J'entends tous les jours, moi-même j'y suis confrontée, je n'ai pas échappé à la règle. On a des frères, on a des sœurs, on a des parents, des grands-parents, des enfants. C'est pas toujours simple parce que dès l'instant où il y a douleur, il y a souffrance. Dès l'instant où il y a souffrance, chacun tire la couverture de son côté. Alors que ce soit dans le cadre de la médiumnité au sein des successions, quand le grand-père décède, ou quand un parent décède, ou quand un enfant décède, il y a forcément, du moment qu'il y a un décès, il y a une succession. Et du moment qu'il y a succession, ça fait remonter à la surface toutes les rivalités fraternelles, justement les secrets qu'on a enterrés, les choses comme ça. Du coup, ça remonte à la surface, et là, en général, ça explose. Donc, il y a déjà la douleur du deuil, le chagrin du départ de l'être aimé, et puis il y a toutes les histoires qui vont arriver autour. Je vois régulièrement des mamans qui sont déchirées, qui sont transpercées parce qu'elles ont mis 3, 4, 5 enfants au monde, et puis le conjoint décède, et là tout le monde se bat souvent pour des bêtises. Malheureusement, souvent pour des bêtises. Même si parfois c'est pour la maison de famille, bon, on les emmène pas, les maisons. Donc, alors, j'ai pour habitude de dire, je ne détiens aucune vérité. Je ne suis pas là pour vous dire ce que je dis, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai raison. Non, non, non. Je crois qu'il y a autant de vérité que d'êtres humains. Et c'est pour ça que je m'arrête un petit peu sur ce schéma-là, parce que si vous prenez le temps de l'observer, et si vous ramenez ça dans votre vie, dans votre famille, avec vos conjoints, avec vos enfants, avec vos frères et sœurs,
avec vos collègues de travail. Un conflit, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai un point de vue, l'autre en a un autre, et comme on n'a pas le même point de vue, et du coup la bagarre démarre. Mais moi j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce qu'il faudrait se battre parce qu'on n'a pas le même point de vue? Pourquoi l'autre ne pourrait pas avoir un autre point de vue que vous? Vous voyez, moi si je vous demande quel est votre point de vue, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez me dire, je vois un écran avec un diaporama projeté. Moi, c'est pas ce que je vois. Moi, je vois un mur neutre au fond. Vous voyez, on est dans la même pièce, mais on n'a pas la même position de perception. Donc, essayez de vous rappeler de ce schéma quand vous serez en désaccord avec une tierce personne et de vous dire, après tout, elle a un autre point de vue que moi. Ça ne veut pas dire que j'ai raison ou que j'ai tort. Si on lâche l'idée d'avoir tort ou raison, si on cherche plutôt simplement à comprendre l'autre. Vous voyez, c'est comme un immeuble. Je suis au rez-de-chaussée, j'aperçois le gazon. Si je monte au 5e étage, je vais apercevoir le lac au loin. Qui a tort, qui a raison. C'est juste le point de vue qui est différent. Alors, quand on parle des secrets de famille et des répercussions que ça peut avoir sur la descendance, on pourrait dire oui, alors je l'entends tous les jours, oui, mais bon, ce truc-là, c'est des conneries, c'est n'importe quoi. En plus, sous prétexte qu'on est un peu médium, on est des farfelus qui croient n'importe quoi, qui font n'importe quoi. Moi, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est scientifique. C'est plus contestable, c'est plus à discuter, c'est scientifique, puisque de toutes les façons, vous savez que la vérité scientifique, en général, franchit 3 étapes. Elle est d'abord ridiculisée, ensuite violemment combattue, pour finir par être reconnue comme une évidence. On y arrive. En ce qui concerne le Covid, il n'est pas question de faire débat sur pour, contre, quoi que ce soit, mais n'empêche qu'aujourd'hui, les gens qui s'intéressent au sujet ont réussi à avoir le dossier de Pfizer là, qui fait 10 kilos de pages. Ils savaient pertinemment ce qu'ils faisaient, etc. Et on ne nous voulait pas du bien. On voulait notre argent, enfin pas notre argent, parce que c'est plus qu'à payer. Mais en tout cas, moi je peux vous dire que ça fait 20 ans que je fais de la médiumnité en salle et que je côtoie les gens endeuillés. Ça fait 5 ans que je n'ai jamais vu autant de sujets jeunes décédés brutalement, sans raison. Arrêt cardiaque, thrombose, etc. Alors bon, voilà, je veux dire, aujourd'hui on sait à quoi c'est lié. Donc, ce qui a été les gens comme le professeur Perron, comme le professeur Raoul, etc., qui ont été bien décriés à un moment donné, ils vont être honorés prochainement parce qu'on va avoir les preuves qu'effectivement, c'est eux qui avaient raison et qu'il y a eu vraiment des choses pas très jolies à voir dans tout ça. Alors, pour revenir à l'incidence de ce que nos ancêtres ont fait sur nous et notamment sur notre biologie, on le doit au docteur Ariane Giacobino, qui n'est pas loin de chez vous, puisqu'elle est de l'université de Genève. C'est elle qui a isolé le gène, qui démontre que quand à une génération, il y a eu un traumatisme, et elle a notamment travaillé sur les personnes qui avaient été abusées, sur des femmes qui ont vécu des viols, je vous donnerai des exemples après, et bien à la 3e génération, c'est-à-dire que chez la petite fille ignore que la grand-mère a été violée, mais elle aura toute l'attitude d'une personne qui a été violée sans jamais avoir subi le traumatisme elle-même, parce qu'il y a la mémoire, via l'ADN, qui est dans son corps. Donc ça, c'est scientifique. On parle du syndrome de la 3e génération. Et d'ailleurs, on a pu observer que chez les descendants de juifs gazés, les enfants qui ont survécu, eh bien, il y a beaucoup d'asthme, puisque la solution biologique pour ne pas mourir asphyxié par un gaz toxique, eh bien, c'est de ne plus respirer. Alors, à quoi ça sert de faire une démarche en psychogénéalogie, quoi ça sert de gratter, d'essayer de connaître les secrets de famille? Après tout, si Pépé il a couché avec la bonne du curé, ça ne regarde que lui. Pas trop, non. Ça peut avoir une incidence parce que s'il a mis la bonne du curé enceinte, eh ben, peut-être que la petite fille, elle va être stérile pour solutionner le problème. Donc, ça peut être quand même intéressant d'identifier. Alors, pas forcément de dévoiler. Moi, je ne suis pas là pour dire allez crier les secrets de famille sur les places de village.
Mais en tout cas, vous, quand vous avez une problématique, ou si vos enfants ont une problématique, ça peut être intéressant d'aller gratter, voir ce qui s'est passé au niveau des générations passées. Évidemment, dans le plus grand respect des uns et des autres, puisque chacun a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. On parlait précédemment je parlais avec une personne tout à l'heure d'actes d'inceste ou de pédophilie ou de choses comme ça, mais on le sait aujourd'hui, on sait très bien que le pédophile, en général, a été abusé quand il est enfant. Attention, n'entendez pas ce que je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que tous les enfants abusés deviendront pédophiles. Ça va dans un sens, pas dans les deux sens, mais en tout cas, le pédophile a toujours été abusé. Donc, si on fait cette gymnastique, ça aide à comprendre. Ça explique, ça nous aide à comprendre. Ça n'excuse pas, mais ça aide à comprendre. Donc, comprendre, identifier les secrets, déprogrammer, nettoyer, reprogrammer, libérer l'énergie vitale, parce que quand l'énergie vitale, c'est comme la sève d'un arbre, si la sève ne circule plus, l'arbre il va mourir. Donc, si on fait pas circuler l'amour dans un arbre, eh bien, ça se disloque. Réparer les injustices, enterrer les morts, nommer les absents, clore les tâches inachevées, sortir du cycle des reproductions et récupérer son libre arbitre, bien évidemment, pour mieux se connaître et être soi et pouvoir justement, épouser son habit de lumière et épouser sa dimension spirituelle dans ce corps de matière, puisque on est dans un corps de matière, on est des êtres incarnés, mais on est avant tout un être de lumière dans ce corps. Et quand on arrive à accueillir cette lumière en nous, eh ben, on peut justement en faire profiter tout notre entourage. Alors les prises de conscience ont le même effet que des lumières face à l'obscurité. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une pièce complètement obscure, ça ne sert à rien de jurer, de pisser contre la pièce n'y est pour rien. Allez chercher plutôt une petite bougie, mettez de la lumière, et puis comme ça, là c'est exactement pareil. Au lieu de se plaindre de l'obscurité, il vaut mieux y apporter un petit peu de lumière. Ce qui est imprimé finira par s'exprimer en mots MOTS ou en mots MAUX. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant nous s'exprimera d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que le secret, ok, quelqu'un a fait quelque chose. Personne ne le sait. C'est un secret. Il y a eu silence, mais pour autant, ça se répercutera quand même si personne ne le sait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je crois que peut-être que dans la salle, sans doute, certainement d'ailleurs, il y a des gens parmi vous qui avaient créé des secrets. Il n'est jamais trop tard pour les dissoudre, ces secrets. Et le meilleur moyen de dissoudre un secret, je peux vous certifier que j'ai déjà fait, et à chaque fois que je l'ai conseillé, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que quand on fait un secret, une fois qu'il est fait, c'est plus le temps passe, chaque jour qui passe, ça devient de plus en plus indicible. On peut de moins en moins envisager de le dévoiler, ce secret. Eh bien, le moyen le plus simple, c'est de le faire de façon publique. C'est de le faire à un moment inopportun. Entre la cacahuète et la petite saucisse à l'apéro, vous dites, oui, moi j'ai été incestée. Bon, d'accord, oui, moi aussi. Incroyable. Et puis la discussion s'engage. Et puis vous retrouvez à avoir lâché votre secret sans que ça vous coûte, sans que ça, finalement, ça peut être léger. Alors les secrets, ça peut être, je vais vous en parler après, des secrets inavouables, mais au moment où la personne fait un secret, elle ne le fait pas forcément volontairement. Vous voyez, une femme qui va se faire avorter parce que ce n'est pas le bon moment pour elle d'accueillir un enfant, elle ne va pas en parler à son conjoint, elle ne va pas en parler, et puis chaque jour qui passe, elle n'avait pas forcément prévu d'en faire un secret, mais ça va devenir un secret. Alors, je vais vous donner l'exemple de Juliette. Juliette qui est venue me consulter il y a quelques années. Elle souffrait de migraine, mais ce n'était pas son motif de consultation. Alors, quand je vais vous donner un exemple, tous les détails que je vous donne sont importants. Donc, essayez de les mémoriser. Je vous donne son prénom, c'est important. Je vous dis qu'elle souffrait de migraine, c'est important. Vous allez comprendre la suite. Donc, elle vient me consulter. Pourquoi ? Parce qu'elle souhaiterait être enceinte, elle n'arrive pas à déclencher de grossesse. Elle est suivie par un professeur de gynécologie. Voilà, tout est ok, tout va bien. Elle devrait pouvoir être enceinte, sauf qu'elle n'arrive pas à être enceinte. C'est une détresse, c'est une souffrance. Elle a entendu parler de moi, elle vient me voir. Je lui dis ok, on va monter l'arbre. Comme elle s'appelle Juliette, derrière un prénom, c'est petite. D'accord ? Par exemple, une fourchette, c'est une petite fourche. Une roulette, c'est une petite roue. Donc une Juliette,
peut-être une petite Julie ou une petite Julia. Donc je sais déjà, à l'aide de son prénom, qu'elle est en résonance avec une ancêtre qui porte le prénom Julie ou Julia. Donc direct, hein, je lui demande, est-ce que vous avez une ancêtre qui s'appelle Julie ou Julia? Elle me dit oui. Mon arrière-grand-mère s'appelait, alors je vais vous les mettre, hop, s'appelait Julia. Ah, je lui dis, ben voilà, alors elle m'intéresse, votre arrière-grand-mère. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette arrière-grand-mère? Oh, ben, pas grand-chose. La pauvre, elle n'a pas eu une vie facile parce qu'elle a eu un enfant avant d'être mariée. Et là, il faut se remettre toujours dans le contexte de l'époque. L'arrière-grand-mère, quand elle s'est retrouvée enceinte sans mari, c'était un drame. Hein, parce que l'enfant qu'elle allait mettre au monde, ça allait être un bâtard. Les bâtards, ils avaient un sort qui leur était réservé. Et je lui dis, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez de l'éventuel père de cet enfant? Pardon, voilà, excusez-moi. Qu'est-ce que vous savez est-ce qu'on a des données sur l'éventuel père? Elle me dit oui, a priori, elle aurait été violée par un homme et s'en est suivi la naissance de cet enfant. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas la même chose que d'être enceinte d'un violeur ou de l'amoureux qui n'a pas su tempérer ses ardeurs. Ce n'est pas la même chose. Et au niveau de l'enfant, ce n'est pas non plus... Donc, cet enfant est né, et comme de toutes les façons, quand un secret se fait, il va transpirer de tous les côtés. Donc là, il va transpirer par les pathologies, il va transpirer par les prénoms, il va transpirer par les métiers. Donc, je vais vous poser une petite question. Selon vous, comment s'appelle l'enfant? Alors, Julia, c'est la dame qui a été violée. Alors, elle va s'appeler Simone. Pourquoi Simone? Parce que Simone, c'est si nommé. Évidemment, le violeur, en général, il ne va pas reconnaître l'enfant à la mairie une fois qu'il l'a conçu. Hein. Donc, elle ne va pas être nommée par son père. D'accord? Et Simone, elle va grandir, elle va devenir une femme, elle va se marier. Elle va se marier, forcément, elle, hein, pour faire un enfant. Elle va avoir un enfant, elle va avoir une fille. Et comme le secret transpire, comment va s'appeler sa fille, selon vous? Si je veux dire, sans le dire, que j'ai été violée. Violette. Bravo. Alors, pas tout à fait. Rappelez-vous, je vous ai dit que être, ça minimise, c'est petit. Violaine. Donc, violette, ça voudrait dire que c'est un petit viol. Le petit viol, c'est quand c'est avec l'amoureux. On dit non, il dit oui, il ne maîtrise pas ses ardeurs. Là, ça peut nous donner une petite violette ou une petite rose. Mais là, c'est un vrai viol avec un inconnu. Donc, j'ai entendu Violaine. Violaine. Parce qu'il y a le viol et il y a la haine. Vous avez compris comment les secrets transpirent? Et alors, que va devenir cette Violaine? Qu'est-ce qu'elle va faire comme métier? Puisque, rappelez-vous, on répare, on reproduit ou on transmet. Si tant est qu'elle répare, quel métier pourrait-elle faire? Psychologue. Psychologue, ça aurait pu. Psychologue, mais ça aurait pu si, là, vous raisonnez psychologiquement, il faut raisonner biologiquement. Sage-femme, non, parce qu'il y a peu de problèmes à l'accouchement. La sage-femme, elle accouche. Gynécologue, pourquoi? Pause d'accouchement, non. Policier pour mener l'enquête? On se rapproche, hein. Mais vous pouvez faire mieux. Pardon? Pourquoi? C'est intéressant d'avoir votre cheminement de pensée. En fait, Violaine, elle va devenir religieuse. Pourquoi religieuse? Pour ne pas être violée et pour nettoyer la souillure. La religieuse, elle est pure. Il faut toujours nettoyer la souillure d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Alors vous allez voir, à la fin de la conférence, je serai capable de faire mon métier. Vous verrez, parce que je vais vous donner des exemples, et une fois qu'on a compris, c'est un jeu d'enfant. Alors l'idée, c'est pas d'aller faire du terrorisme thérapeutique. Hein. Vous rentrez pas ce soir chez la voisine en lui disant « Alors, ta sœur, elle s'appelle comme ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. »
Rappelez-vous que s'il n'y a pas de demande, on n'y va pas. On peut tout au plus poser une question interpellante. T'es-tu déjà demandé quel était, que pouvait représenter le prénom de ta sœur? Ou, vous voyez, il ne faut pas faire du tourisme, du terrorisme, parce que là, ce serait violent. Qu'est-ce que je vous ai dit de Juliette? Je vous ai dit qu'elle avait des migraines. La migraine, qui a mis la graine? Qui a mis la graine? D'accord? Et Violette, pas Violette, Juliette, vous m'avez vendu du Violette, hein. Juliette, elle habitait passage de la bonne graine. Et vous imaginez bien que pour l'arrière-grand-mère Julia, qui s'est retrouvée enceinte à la suite d'un viol, le problème, c'était pas d'être enceinte, parce que c'était une femme et qu'elle avait envie d'être maman. La preuve, c'est qu'elle a eu d'autres enfants après. Mais c'était d'avoir été enceinte de cette personne-là, du violeur, de la mauvaise graine. Personne n'a envie d'être enceinte d'un violeur. Vous suivez? Oui, mais moi j'ai quand même une question. Oui. Violaine est devenue religieuse. Oui. Comment se fait-il que Juliette soit là? Parce que Juliette, regardez, Juliette, c'est la fille de Dorothée qui est la fille de Fernande. J'ai mon laser qui ne marche plus. Regardez. L'enfant en mariage, c'est Simone. La maman de Juliette est là, et la grand-mère de Juliette est là. C'est l'arrière-grand-mère qui a été violée. Donc ça peut... les mémoires, on les voit circuler. Là. Mais bien, bravo, vous suivez. Il y a au moins une personne qui suit dans la salle. Les messieurs, attention, je pose des questions après. Hein. Il y a l'interrogation. Hein. Donc la sieste, les yeux ouverts, ça ne marche pas avec moi. Hein. Donc vous avez tout capté là? Les métiers, le prénom, jusqu'à l'adresse. Jusqu'à l'adresse. Alors si vous voulez connaître la suite de l'histoire, vous allez sur mon site internet, page témoignage, il y a le témoignage de Juliette. Donc, qui dit, je vous donne la suite quand même, hein, qui dit qu'elle est maman de 2 petits garçons maintenant. Voilà, elle a pu, alors non seulement elle a pu être enceinte, mais elle a pu donner vie à des garçons. Parce que souvent quand il y a un viol, il faut éliminer l'homme, hein, l'homme est dangereux. Donc si elle n'avait pas fait ce travail-là, eh ben, elle serait peut-être encore en incapacité de pouvoir donner la vie. Rien qu'en prenant conscience de cette histoire, ça lui a permis de... Ça déclenche. Ça déclenche. On met de la lumière. On met de la lumière sur... vous allez voir, je vais vous donner plein d'exemples. Allez, je vous en donne un tout de suite. Un jour, une jeune femme vient me voir. Je ne me souviens plus de son prénom, mais il n'est pas important sans doute. Elle vient me voir, elle est toute jeune. Son beau-père est psychiatre. Son mari, je ne sais plus ce qu'il fait. Elle est responsable de ressources humaines. Elle veut être maman par-dessus tout. Elle n'y arrive pas. Donc, désespérée, elle finit par adopter un enfant. Donc, elle adopte son petit Valentin. Et juste après avoir adopté son petit Valentin, elle entend parler de moi. Donc, elle vient me voir. Elle me dit, voilà, au cas où ça marche, au cas où. Ben, j'ai dit oui, au cas où. Donc, je commence à monter l'arbre. Et le grand-père était militaire. Et je lui dis, votre grand-père, est-ce qu'il est envisageable que votre grand-père ait eu un enfant hors mariage? Il a voyagé, il me dit, oh oui, il a fait le tour du monde, il a fait toutes les guerres, il a fait le tour du monde. Est-ce qu'il est envisageable qu'il ait eu un enfant hors mariage dans une contrée lointaine? Oh non, quand même, non, la fini générale, c'était pas le style de la maison, de la famille, non, mais il est décédé, votre grand-père, oui. Et la grand-mère, oh ben non, ma grand-mère, elle est là, elle a toute sa tête, oui, elle a toute sa tête. Est-ce que vous pouvez lui poser la question? Est-ce qu'il y a eu, il aurait pu y avoir un stress dans cette tonalité? Oh non, je me vois pas poser ce type de questions à madame la générale ou la colonelle, je sais pas quoi. Et je lui dis, c'est vous qui voyez, si vous avez envie de un jour donner la vie vous-même, ça pourrait passer par là. Oui, je verrai. Elle me rappelle quelques jours après, allô, est-ce que je peux prendre rendez-vous? J'ai vu ma grand-mère, j'ai parlé et j'ai beaucoup d'infos. Donc elle a été carrément, alors je l'avais briefé, hein, je lui ai dit, on aménage la grand-mère, hein, vous lui dites, voilà, tu sais que j'arrive pas à avoir d'enfant, tu sais que j'ai adopté, tu sais que
J'aimerais tellement pouvoir régler ça. J'ai vu quelqu'un d'un peu particulier qui m'a expliqué que ça pouvait être lié à des choses qui se seraient passées. Est-ce que toi, par hasard, t'aurais pu entendre parler de quelque chose qui soit en lien? Enfin bref, elle lui a présenté la situation que à l'instant même, la grand-mère lui a dit bah oui, je vais te raconter. Voilà, en fait, quand ton père a été muté au Vietnam, quand ton grand-père a été muté au Vietnam, il était parti pour je ne sais plus combien d'années, donc je suis partie avec, on était jeunes mariés, j'ai eu mon premier enfant, tout s'est bien passé, je me suis retrouvée enceinte du deuxième, ça se passait mal, on m'a rapatriée en France, j'ai accouché en France, le petit était fragile, il n'était pas question de repartir au Vietnam à ce moment-là, on est restés séparés 2 ans, et à ce moment-là, il a rencontré une petite fillette, avec qui il a eu une liaison, à qui il a fait un enfant, et d'ailleurs, tout de suite il me l'a dit, et on a toujours envoyé de l'argent pour que cette petite fasse des études et qu'elle ait une vie décente, etc., etc. Et tenez-vous bien, le petit Valentin, je lui dis, votre petit Valentin, quelle origine? Elle me dit, vietnamien. Ah je lui dis, pourquoi pas africain, pourquoi pas roumain, pourquoi pas polonais. Eh bien, quand il y a eu entre guillemets, un abandon d'enfants, il y aura toujours une adoption. Et tenez-vous bien, vous voyez la superficie du Vietnam, c'est quand même pas un petit pays, et bien l'orphelinat où elle était chercher son petit Valentin est à 23 km précisément de la caserne où le grand-père était en poste. Et la suite, vous imaginez, elle s'est retrouvée enceinte et a eu son deuxième enfant de façon naturelle. Et alors, je vous ai dit, la petite anecdote, c'est que son beau-père était psychiatre, place de Lyon, et lui a dit, mais tu vas pas aller voir ce genre de bonne femme. Eh ben si. Ben, j'ai pas eu la suite, j'aurais bien voulu avoir la réaction du beau-père, mais j'ai pas eu. Parce que quand les gens ont réglé le problème, après, donc voilà. Hop. Alors, je vais vous donner un autre exemple. C'est l'exemple du petit Nicolas. Petit Nicolas, il a 6 ans. La maman me l'amène. Elle me dit, ben voilà, il a un petit souci. Il est énurésique et hémétophobe. L'énurésie, c'est le pipi au lit. Et l'hémétophobie, c'est la phobie de vomir. Alors, moi, il a 6 ans, il est à côté de moi, petit bout de chou, je ne vais pas l'embêter, je ne vais pas lui poser des questions. Je prends le pot à crayon, je prends le bloc-notes et je lui dis, est-ce que tu peux me faire un dessin? Il me dit, tu veux quoi? Ce que tu veux. Il dessine ce qui te passe par la tête. Alors, il prend le crayon, puis il me dit, ah, mais t'as que ça comme crayon? Comme crayon. Et moi, je suis formée à entendre à travers... je sais que c'est important. Alors, je lui dis, ah, tiens, tu veux bien me dessiner l'animal qui a les grandes dents, tu sais, qui a une queue? Je lui décris le crocodile. Et il me dit, ah, le trotrodile. Ouais, je lui dis, le trotrodile. Tu peux me le dessiner, le trotrodile? Donc là, j'ai confirmation qu'il a un trouble du langage et qu'il remplace les C par des T. Le C, en décodage, c'est un rond comme un O, coupé en deux. D'accord? Donc c'est un demi-corps, c'est le corps d'un enfant. Et le T en hébreu, c'est le tav, c'est la mort. Donc cet enfant, sans le savoir, avec son trouble du langage, il me parle de la mort d'un enfant. Donc direct, je vais sur cette piste. Je demande à la maman, y a-t-il eu des pertes d'enfants en bas âge? Non, attendez, réfléchissez, frères et sœurs, parents, oncles et tantes, grands-parents. Non. Cet enfant, il a un papa du côté paternel. Non, j'en aurais entendu parler. Non. Ok. Vous rentrez chez vous, vous vérifiez, vous posez 2-3 questions à la belle-mère, au mari, et vous me rappelez. Elle me rappelle, elle me dit, écoutez, l'enquête a été courte, je suis rentrée, j'ai demandé à mon mari s'il était au courant, est-ce qu'il y avait eu un décès d'enfant, et en fait j'ai découvert que mon mari a perdu son petit frère. Secret de famille, on n'en parle pas. Pourquoi secret de famille? Parce que culpabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Le grand, il a, je crois, 9 ans au moment des faits, ou peut-être 6 ans. Le petit, il a 15 mois, un truc comme ça. La maman couche les 2 enfants, et elle couche le petit avec un biberon. Et le petit, il va prendre le biberon, et il va s'étouffer. Il va faire une fausse route, il va inhaler, il va s'étouffer, et il va mourir en début de soirée avec le biberon. Et la maman va le retrouver en rigidité cadavérique le lendemain matin. D'accord? Donc c'est culpabilisant pour la maman, pour le grand frère, et du coup, on ne parlera jamais de cet enfant. D'accord?
on nie qu'on l'a eu. Nicolas. Le petit, moi, qui vient, il s'appelle Nicolas. On nie qu'on l'a eu, celui-là d'enfant. C'est trop douloureux. On ne peut pas en parler. Mais le petit Nicolas, il est hémétophobe. Il a l'angoisse de vomir. Dès qu'il tousse, maman, maman, je ne vais pas vomir. Lui, il a l'information, vomir égale mourir. Il a l'information cellulaire. Vomir égale mourir. Et il est énurésique. Il fait pipi. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant fait pipi au lit la nuit? Ben, ça le réveille, automatiquement. Donc, il fait pipi au lit pour se réveiller. Parce que si le grand frère s'était réveillé, eh bien, il aurait pu sauver le petit frère. Vous comprenez? Vous voyez un petit peu les secrets de famille jusqu'où ça... Il transpire. Hein. Alors, je vais vous parler d'un autre petit garçon. Petit garçon, pareil, 6 ans, qui devait rentrer au CP. Sauf qu'il portait des couches. Alors, à la maternelle, on acceptait qu'il porte des couches. Mais la maîtresse dit à la maman, aux vacances, écoutez, il faut faire le nécessaire pendant les vacances parce que au CP, on ne l'accueillera pas avec des couches. Sauf que l'enfant, quand on lui retire les couches, il se met à hurler. Il veut garder ses couches. Donc je demande à la maman, est-ce qu'il y a eu un stress? Est-ce qu'il y a eu des attouchements? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça? Et la maman se met à pleurer et me dit, bah oui, en fait, quand j'avais 12 ans, mes parents se sont séparés. Papa, maman, séparés, conflit, vacances d'été, je pars chez ma grand-mère paternelle qui réunit ses fils, il y a une fête, tout le monde est content, il y a beaucoup de monde. Comme il y a beaucoup de monde, bah, faut caser tout le monde, donc on fait coucher les petites avec les grands, etc. Et donc la grand-mère dit, bah, tu coucheras avec ton père. Alors elle dit, ah chouette, je coucherai avec papa, elle est toute contente, ta petite. Donc le soir venu, les adultes s'attardent, ils boivent un coup, les enfants, on les couche. Et quand le père va se coucher, il arrive dans le lit, un peu grammé. Voilà, il a arrosé la soirée avec ses partenaires. Et il rentre dans le lit, et là, complètement éméché, il en oublie que c'est sa fille qui est dans le lit. Il va commencer comme un homme ivre, à la tripoter, et ça va la réveiller, la petite, et elle va être terrifiée, à pas comprendre ce qui se passe, ce que papa fait, jusqu'au moment où il lui met la main dans la culotte. Et là, cet homme, malgré le fait qu'il soit en état d'ébriété, va avoir une lucidité, il va comprendre que, mon Dieu, c'est pas une femme, c'est sa fille, et que, hop, il retire la main, ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Mais pour le cerveau, si égale c'est. C'est-à-dire que le cerveau, il a toujours un temps d'avance. Elle a eu le temps d'imaginer le pire, cet enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand elle est rentrée de son week-end et que la maman lui a dit comment ça s'est passé, et ton père, elle a raconté l'histoire. Et là, la famille a explosé, la mère a utilisé ça contre le père, etc., etc. Donc on comprend pourquoi l'enfant ne veut pas quitter la couche. Parce que s'il y a une couche, la couche, c'est un bouclier. On ne peut pas enfiler la main dans la couche, hein, c'est élastique, on ne peut pas enfiler la main dans la couche. Donc en refusant de quitter la couche, c'est comme s'il maintenait le couple parental en place. Vous comprenez? C'est fascinant. Hein. Bon, il y avait plein d'autres choses, mais c'est pas grave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de victime, pas de coupable. Il n'y a que des lois biologiques, des solutions de survie, des choix d'âme. À chaque fois que vous allez vous victimiser, vous allez mettre de la douleur sur de la douleur. L'idée, c'est pas de culpabiliser non plus, c'est de se responsabiliser, c'est de se rappeler que toutes ces choses que nous vivons sont là pour nous faire grandir, hein, et que autant les utiliser. Chacun fait ce qu'il peut avec ses programmations, avec ses mémoires, avec que ce soit celui qui fait le secret, que ce soit celui qui ne le divulgue pas. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que ça, c'est des lois physiques. Si on refuse une chose, on la renforce. Donc autant accepter. Accepter, ça ne veut pas dire amen à tout. Hein. Ça veut dire j'accepte et peut-être que je vais pouvoir le transformer. Mais pour le transformer, il faut d'abord que je l'accepte. Donc vous aurez compris que vous trimballez des valises qui ne vous appartiennent pas forcément. C'est des valises héritées. Alors bon, l'idée c'est peut-être de faire le tri parce que il y a des valises qui sont tout à fait intéressantes et puis il y en a qui le sont moins. En tout cas, si vous ne faites pas le tri, vous allez vous retrouver en fâcheuse posture, hein, n'est-ce pas? Donc, bon, ça j'en parle pas, c'est pas le thème, mais j'ai pioché un petit peu dans... Hop, hein, on va pas parler de ça non plus. Alors, je vais vous parler de cette dame. Voilà, je vais vous donner un autre exemple.
C'est une femme de 40 ans qui vient me consulter, qui me dit j'ai entendu parler de vous, voilà, j'ai un problème. Quel est votre problème, madame? Ma mère vient de s'installer à côté de chez moi. Ah, quoi, c'est un problème? Ah ben, on voit que vous ne connaissez pas ma mère. Parce que si vous la connaissiez, vous comprendriez que c'est un véritable problème. Ah bon, que se passe-t-il entre vous et votre mère? Ben écoutez, on va la faire courte. Ma mère, c'est simple, c'est pas une Marie couche-toi là. C'est une Marie, je suis tout le temps couchée. C'est-à-dire qu'elle change plus souvent. Je reprends les propos de la consultante. Hein. Ma mère change plus souvent de mec que de culotte. Bon, ma foi, écoutez, j'ai pas d'avis sur la question. Elle peut bien faire ce qu'elle veut, la pauvre femme. Elle me dit non, c'est pas amusant, croyez-moi. J'ai 3 filles, l'aînée a 15 ans, elle va avoir droit au défilé de ces messieurs. Elle va lui dire que faut coucher. J'ai pas envie que ma fille devienne comme ma mère. Et j'oublie de vous donner le petit détail qui fait toute son importance, c'est que cette femme a eu 12 enfants, 12 pères différents. Mais que le père de ma consultante, elle savait une seule chose, c'est qu'il était forain et italien. Ça s'est passé à la fête foraine. Notre brave dame est allée à la fête, il y avait un beau forain, ils sont passés derrière le manège, crac, boum, boum, pop, pop. Le lendemain, il n'y avait plus de fête, il n'y avait plus de forain. Et ben, elle savait juste que son père était forain et italien. Donc, on peut comprendre la douleur de ma consultante. Mais je lui dis, on va essayer de comprendre ce qui se passe, on va monter l'arbre. Qu'est-ce que vous savez de votre mère? Elle a des frères et sœurs? Ah non, elle est fille unique. Ah, tiens, elle est née en telle année, à l'époque, enfant unique, c'était plutôt rare. Qu'est-ce que vous savez de vos grands-parents maternels? Ouh, alors c'est encore une autre affaire. Alors la vieille, la grand-mère maternelle, elle l'appelait la vieille. Alors la vieille, de toute façon, c'est une alcoolo, elle n'a rien fait de sa vie, elle picole du matin au soir et quand elle est bourrée, elle crache à la figure de mon grand-père, ce brave homme, ce saint homme. Figurez-vous que la semaine dernière, on est obligé de le transporter à l'hôpital, il a eu 5 points de suture à l'arcade parce que la vieille lui a encore cogné dessus. Ça vous situe. Je dis, ah bon? Donc elle l'insulte, elle lui crache à la figure, elle le cogne, mais quand elle n'a pas bu, elle est adorable cette femme, quand elle n'a pas bu. Je lui dis, mais vous avez déjà parlé avec elle? Pourquoi elle n'a eu qu'un enfant? Pourquoi elle boit? Oh, voilà, la légende familiale dit qu'elle aurait été violée. Ah, tiens, c'est intéressant. C'est intéressant parce que si on retient cette thèse, qu'elle aurait été violée, ceci pourrait expliquer beaucoup de choses. Quelle est la solution biologique pour ne pas être violée, selon vous? Si je ne veux absolument pas être violée, qu'est-ce que mon corps peut mettre en place pour que je ne sois pas violée? Au revoir. Parce qu'on est enceinte, on n'est pas violé? Oh ben, il y a des violeurs très pervers. Ah, c'est pas mal ça. Mais qu'on s'entende tout le temps, toujours, d'avoir le feu aux fesses. Si on a le feu aux fesses, limite c'est nous qui violons. Vous comprenez que la maman de ma consultante, qui change plus souvent de mec que de culotte, en fait, elle est en train de solutionner le problème de sa mère qui a été violée. C'est-à-dire qu'elle ne sera jamais violée, c'est elle qui les viole, limite. Elle a 73 ans au moment des faits, au moment où ma consultante vient. Elle a 73 ans, elle chute, elle se pète le fémur, elle rentre à l'hôpital, elle rentre célibataire en orthopédie, elle ressort en couple. Je vous jure que c'est vrai. Donc, mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes célibataire. Évidemment, je ne vous demande pas de vous casser la jambe. On comprend pourquoi la mère de ma consultante a le feu aux fesses. Et on comprend pourquoi la vieille, comme elle l'appelle, frappe son mari, lui crache à la figure, elle insulte quand elle a bu. Pourquoi? Parce que quand elle a bu, le cerveau il switch et le mari devient un transposé du violeur. C'est-à-dire que le violeur, elle n'a jamais pu lui dire « t'es un salopard, t'es un salaud, je te crache à la figure », etc. Elle le fait au mari quand elle n'est plus en état de discernement. Comme quoi, si on la juge, cette vieille, on est à côté de la plaque. Si on juge la mère de ma consultante, la fille de la vieille, on est à côté de la plaque. Et si on explique à ma consultante que sa mère est en adaptation de survie, qu'elle n'a pas pu faire autrement, etc., eh bien, ça permet à ma consultante de porter un autre regard sur sa mère,
un autre regard sur sa grand-mère et un autre regard sur sa propre histoire aussi. Bon, après, elle n'aura jamais l'identité de son père. Ça reste une douleur. Mais du coup, la grand-mère, enfin la mère de ma consultante et les petites filles, elle a pu être un peu plus sereine et porter un autre regard sur la dynamique familiale. Elle a réparé en inversant le processus. C'est ça. On répare, on reproduit ou on transmet. La réparation, c'est souvent l'inverse. Si ma mère boit, elle est alcoolique, ben je vais être abstinente. Là, je répare. Si maintenant je transmets, ben soit je reproduis, je suis alcoolique, soit je répare, je suis complètement abstinente, soit je suis neutre, je peux boire un verre d'alcool de temps en temps, mais par contre, je transmets la mémoire à mon enfant qui réparera ou reproduira ou transmettra encore sur la génération d'en dessous. Donc évidemment, c'est pas ce que je vous raconte qui va changer quelque chose dans votre vie, c'est ce que vous allez en faire. Ce que je peux vous dire, c'est que des secrets, il y en a dans toutes les familles, dans tous les arbres. Alors je vais vous parler des secrets inavouables. Mais par définition, un secret, c'est toujours un peu inavouable, puisqu'on en fait un secret. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure que le secret, au départ, on n'avait pas forcément prévu que ce soit un secret. Vous voyez, par exemple, vous avez un homme, vous avez un couple. Un jeune homme, une jeune fille, voilà, ils s'aiment, ils sont amoureux, et puis il y a une soirée arrosée, et puis la dame a couché avec l'ami du mari, c'était pas prévu, voilà, c'est des tas de confusion qui a fait que, mais oui, ben, on fait comme si ça n'a pas eu lieu, on n'en parle plus, sauf qu'elle est enceinte, oui, mais c'est pas grave, on n'en parlera jamais, personne ne le saura, et l'enfant sera l'enfant du copain du mari. Mais personne ne sait. Enfin, que les concernés. Eh bien, ça va vraiment transpirer après. Et c'était pas, si vous voulez, le secret au départ n'est pas forcément prévu. Il va se mettre en place avec le temps. Alors, ben, vous connaissez le secret de Mireille d'Arc? Vous connaissez son histoire? Mireille d'Arc, rapidement, pendant toute son enfance, elle ressent un profond malaise. Le papa est tout le temps en train de bougonner quand il la croise dans la pièce, 5-6 ans, sale bâtard, mais elle ne sait pas, c'est un enfant, elle est enfant unique. À l'époque, les parents, les enfants ne parlent pas, les enfants ne posent pas de questions, mais elle est très mature. Hein, et elle voit bien que son père lui en veut, elle ne sait pas pourquoi, puis à chaque fois, sale bâtarde, jusqu'à ses 8 ans, je crois. Il est très énervé, il vient, il l'attrape par le bras, il monte au grenier, il commence à prendre une corde, il prépare une corde autour de la poutre en vue de se pendre, hein, et il lui dit « c'est à cause de toi que je vais faire ça, sale bâtard, tout ça c'est à cause de toi ». Et là, elle, du haut de ses 8 ans, elle comprend qu'il est en souffrance, elle comprend qu'il lui en veut, elle ne sait pas pourquoi, parce qu'elle ne sait toujours pas ce que c'est qu'une bâtarde, mais elle va le supplier de toute son âme, elle va le supplier de ne pas faire ça, et de ne jamais en parler à qui que ce soit. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Elle va réussir à le convaincre, il ne va pas se suicider, et elle n'en parlera pas à sa mère, elle n'en parlera à personne. À 18 ans, elle part de chez elle, et en fait, elle va découvrir qu'elle est un enfant adultérin, que sa maman a vécu une grande passion avec un amant, et qu'elle est le fruit de cette passion. C'est pour ça que son père, non biologique, ne l'aimait pas. Et en fait, quand on s'intéresse à elle, eh bien, elle n'a pas eu 36 hommes dans sa vie. Elle n'a eu que des passions. Elle a eu Alain Delon, très grande passion. Elle a arrêté son métier pour lui. Elle s'en est occupée, etc. Elle a élevé son fils. Après, elle a eu Pierre Barret. Et après, elle a eu le dernier, je ne me souviens jamais de son prénom, qui lui a survécu. Et elle n'a pas pu avoir d'enfant. Elle a solutionné le problème de son père et de sa mère. Elle a eu une grosse pathologie cardiaque. Elle a été greffée du cœur, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, et à la toute fin de enfin pas à la toute fin de sa vie, mais sur le tard, hein, elle a fait des reportages. Elle a fait 2 reportages, un sur la prostitution, sur les prostituées, et un sur le pardon.
Et ces deux reportages, si vous avez la possibilité de les voir, vous tapez sur YouTube un reportage Mireille d'Arc, des reportages vraiment magnifiques. Elle a reproduit l'histoire de ses parents biologiques avec des amours passionnels, puisqu'elle était elle-même, en vie grâce à un amour passionnel. Elle a réparé en ne faisant pas d'enfants et en étant fidèle, parce qu'elle a eu des rôles un peu sulfureux au cinéma, mais elle était tout l'inverse des rôles qu'elle avait. Hein. C'était quelqu'un qui était fidèle, qui a été... et voilà, je trouve que c'est une magnifique histoire. Hein. Et en général, quand j'en parle, elle passe par là. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce personnage, un beau cheminement. Vous connaissez l'histoire de Françoise Hardy? Oui. Tu me tiens au courant pour le temps, hein, je cale en fonction. Hein. Un quart d'heure à peu près. Voilà. Un quart d'heure, 20 minutes. Françoise Hardy, c'est une femme qui est issue d'un couple illégitime. Son père, il est patron d'une entreprise. Sa mère, elle est secrétaire. Hein. Le père, il est marié, il a des enfants, il est patron, il est connu dans le village, etc. Et puis la mère, eh ben, elle vit avec sa propre mère. Elle va voir Françoise, qui est l'aînée. Et puis après, elle va voir une autre fille, Michel, qui deviendra schizophrène. Et Françoise Hardy, elle va passer son enfance à être irréprochable en attendant que ce monsieur vienne lui rendre visite. Ce monsieur, c'est son père, il vient lui rendre visite 2 fois dans l'année. Et donc, le reste du temps, elle passe son temps à attendre. Et bien, dans sa vie, elle va reproduire, elle va faire exactement la même chose avec Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, il vous dit, je descendais au mois de septembre acheter un paquet de cigarettes, j'en revenais au mois de mars suivant, sur les cigarettes. Donc, elle est née rue des Martyrs. Alors, quand vous écoutez ses chansons, hein, elle a vraiment transcendé avec ses chansons, mais elle a vécu le martyr, Françoise Hardy. Et donc, son père était bourgeois, ça je vous l'ai dit, déjà marié, directeur de fabrique, homo-bisexuel, parce qu'à l'époque, ça ne se disait pas trop. Et la mère, elle a mené une vie monastique et elle survalorisait Françoise. Mais Françoise, c'était une enfant cachée. Du coup, elle avait horreur des projecteurs. En fait, elle n'a pas cherché à être connue, elle a composé ses chansons, elle a rencontré François Perrier, et c'est lui qui l'a mis vraiment en avant. Mais d'ailleurs, elle refusait toutes les interventions. Elle ne faisait pas de concert, Françoise Hardy. Elle ne faisait pas d'émissions en direct. Elle avait horreur d'être sous les projecteurs. Et donc voilà, son histoire. Et quand vous pouvez taper sur Internet Mireille Dumas interview Françoise Hardy, elle explique bien l'histoire. Et à la fin, elle dit « J'ai tout enduré pour que l'amour puisse durer. » Et comme sa mère, elle dit « Mon histoire avec Jacques a été un brouillon et ce sera mieux dans notre prochaine vie. » Et elle a écrit cette chanson, une de ses dernières chansons, « Rendez-vous plus tard dans une autre vie. » Elle dit « Mince, j'espère qu'il ne verra pas ce reportage parce qu'il saura que je parle encore de lui dans mes chansons. » Voilà. Donc, rappelez-vous que l'âme choisit tout, hein, tout ça, que la mort du corps n'est que l'âme en dehors du corps. On va revenir ça c'est les incontournables de la psychogénéalogie. Je passe rapidement. Vous connaissez l'histoire de Daniel Balavoine? 30 secondes. Daniel Balavoine, il naît le jour de la date de décès de son frère et il décède le jour de la date de naissance de son frère. Il avait un frère Xavier qui est décédé à 18 mois d'une méningite. Lui, il va naître après, donc il naît le jour de la date de décès de son frère et il meurt le jour de la date de naissance. Incroyable ça. C'est des beaux cas. Alors les résonances, on passe. Syndrome d'anniversaire, on passe. Ça, ce serait un peu long, on passe aussi. Les secrets inavouables, on revient aux secrets. Alors, les secrets inavouables, c'est quoi? C'est les viols. Et les viols, je peux vous assurer que c'était pas rare à l'époque et que c'est toujours pas rare aujourd'hui. Les incestes, c'est entre frères et sœurs, entre parents-enfants, entre grands-parents, entre oncles et tantes, ou des transposés d'inceste. Hein, si le copain de papa m'abuse, c'est un transposé d'inceste. J'ai encore eu le cas, je vous donne cet exemple-là, d'une jeune fille, bien sous tout rapport, qui m'appelle pour des raisons professionnelles. On n'était pas du tout, c'est pas du tout le motif de consultation. Et puis de fil en aiguille, en discutant dans la séance, elle me dit, bah oui, mais j'ai rencontré quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un de super, je l'adore, bah alors ça va pas du tout sexuellement, ça colle pas, ça va pas.
j'ai pas de désir, j'ai pas de plaisir. Ah ben je dis, ben, on va les regarder. On va regarder pourquoi, il y a forcément une raison. Et en fait, souvent, c'est lié à des incestes. L'inceste, c'est désir, plaisir interdit. Et donc, elle me dit, ah bon, bah non, je sais pas. Donc, elle me laisse investiguer. Hein. Souvent, ils font ça, les gens. Elle me laisse investiguer, puis à la fin de la séance, elle me dit, pensez que ça pourrait avoir un lien avec le fait que quand j'étais ado, je partais en vacances chez ma grand-mère et qu'on se retrouvait tous les cousins ensemble et que du coup, bah, ma foi, on a découvert la chose ensemble, entre cousins. Mais je lui dis, faisiez ça devant la grand-mère? Elle me dit, bah non. Je dis, vous saviez qu'il fallait pas? Bah oui. Et ben, désir interdit, plaisir interdit. Plaisir coupable. Donc, ça peut bousiller une belle relation, vous voyez. C'est la personne avec qui elle était en couple, c'est quelqu'un de bien, avec qui elle avait envie de construire, d'avancer. Mais comme elle n'avait jamais envie, lui, il était sur le point de la quitter. Donc, c'est important de... Donc, les secrets inavouables, l'adultère, les enfants illégitimes, les avortements, les abandons d'enfants. En général, quand on abandonne un enfant, on ne le crie pas sur les toits. Les infanticides. Alors, les infanticides, c'est très très rare aujourd'hui. C'est devenu très très rare. À l'époque de la guerre, ça a été très fréquent. C'est-à-dire qu'il y a eu cette période où les Français d'âge qui étaient en situation de pouvoir travailler étaient envoyés en service STO, service de travail obligatoire en Allemagne. Et il y a des grands-pères comme ça qui sont partis pendant 5 ans. Alors, et parfois même, ils mettaient 2 ans pour rentrer. On peut se poser la question, pourquoi ils ont tant tardé à rentrer? Alors, de temps en temps, quand ils rentraient, il y avait un enfant de plus à table. Bon, il disait rien, grand-père. Il disait rien. Il en avait fait autant de l'autre côté, il en avait laissé en Allemagne. Donc, ma foi, c'était pas trop gênant. Mais de temps en temps, c'était pas le style de la famille, c'était pas le style de la maison. Et quand la femme qui faisait tourner la ferme se retrouvait enceinte, il fallait bien justifier. Et c'est pas possible, surtout s'il y avait la belle-mère, surtout s'il y avait... donc, qu'est-ce qu'elle faisait à cette époque-là? C'était pas Véronique Pinjot, là, il n'y avait pas de congèle, mais c'était l'oreiller sur la tête du nouveau-né et puis sous le tas de fumier. Hein. Et ne soyez pas choqués, hein, j'ai eu beaucoup de cas comme ça. Hein. Beaucoup de cas comme ça. Et ça nous donne des belles allergies aux cacahuètes. Là, dans la descendance. Ouais. On n'a pas apporté de jugement. C'était de la survie. C'était de la survie. Cette pauvre femme qui s'était retrouvée enceinte. Hein. Vous savez, on est en période de guerre. Vous avez un beau blond aux yeux bleus en face de vous. Vous n'êtes pas sûr d'être encore en vie demain. On peut concevoir qu'on s'oublie le temps d'une soirée. Hein. Non? Non, pas vous? Parce que ça s'est pas présenté. Ça s'est pas présenté, voilà. On n'est pas dans le contexte, on ne peut pas savoir. Non, non, ne préjugeons de rien, on ne peut pas savoir. En tout cas, quand la femme se retrouvait enceinte et qu'il y avait la belle-mère et qu'il y avait le mari qui allait rentrer, qu'il y avait des biens, qu'il y avait des trucs, si ça se savait, elle était éjectée. Et puis rappelez-vous de ce qu'elles sont devenues, hein, les femmes qui ont couché avec des Allemands hein, à la fin de la guerre. Hein. Ben, rasées, tatouées, violées, matraquées, enfin, on n'en parle pas, on n'est pas très fiers de ce qu'on leur a fait. Hein. Parce que vous savez, guerre ou pas guerre, il y a eu des fabuleuses histoires d'amour. Hein. C'est l'histoire des parents de Richard Boranger, des parents de Gérard Lenormand. Il y a eu des belles histoires d'amour. Hein. Aujourd'hui, moi, ma meilleure amie, elle est mariée à un Allemand. C'est une très très belle histoire d'amour. À l'époque, un Allemand, c'est pas possible. On ne pouvait pas ramener un Bosch à ses parents. Vous voyez? Il y a des biens dans ces terrasses. Hein. Mais il n'y a que des gens bien. Que des gens bien. Donc voilà, les infanticides. Alors, les viols, en général, quand une personne a été violée, ben, elle n'en parle pas, mais ça va se répercuter avec les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Hein. Les incestes. Encore aujourd'hui, hein, si votre enfant dit « Non, je ne peux pas aujourd'hui, je ne peux pas y aller, j'aime pas Pépère ». Mais pourquoi tu n'aimes pas Pépère? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'idée, c'est pas non plus de faire dire n'importe quoi aux enfants, mais tous les jours, j'entends dans mes consultations des femmes d'un âge, de beaux âges,
qui me disent « Ah, mais moi, mon grand-père m'a fait ci, mon grand-père m'a fait ça ». Et c'est des personnes qui n'en parlaient pas. Elles n'ont jamais dit à leur mari qu'elles avaient été abusées. Elles n'ont jamais dit à leurs enfants qu'elles avaient été abusées. Sauf que ça continue de transparaître dans la génération d'après. Donc, si vous avez vécu des choses comme ça, moi je dis, il arrive un moment, il y a prescription. Surtout si la personne concernée, elle est décédée. Alors, je vais vous donner l'exemple d'un enfant. La maman me l'amène, elle me dit, à l'âge de 12 ans, il développe un somnambulisme extrême. Mais quand je vous dis extrême, c'est-à-dire que le soir, elle le couche à 20h, à 10h, il descend de la chambre, les yeux tout blancs, grands ouverts, la couette sur le dos, il descend, il parle, il fait des trucs, il parle, mais il dort. Le somnambulisme, c'est vraiment un état de conscience modifié. Hein, donc, le médecin lui dit surtout ne le réveillez pas, et elle est terrifiée à l'idée qu'il fasse quelque chose de grave ou qu'il s'abîme, etc. Et je lui dis que s'est-il passé dans la généalogie la nuit? Elle me dit rien de spécial. Je lui dis est-ce que vous savez s'il y a eu des incestes? Elle me dit ah oui, ah ben c'est pas dans ma famille, c'est dans la famille de mon mari. Ben, je lui dis c'est dans la famille de votre enfant. Elle me dit c'est pas moi. Ouf, c'est pas moi, c'est pas de mon côté. Alors l'histoire, c'est que le papa de cet enfant, quand lui-même il était enfant, il avait 4 sœurs. C'était le petit, lui. Les sœurs étaient plus grandes. On était dans un milieu un petit peu modeste. Tout le monde dormait dans la même chambre. Quand les enfants étaient endormis, le père de famille, donc le grand-père du petit, il rentrait dans la chambre et il allait incester l'aîné. Quand l'aîné a été réglé, l'idée c'était pas de la mettre enceinte, il est passé à la deuxième. Et quand le petit garçon ne dormait pas, il rentrait dans la chambre, il voyait que le petit ne dormait pas, il repartait. Il revenait quand le petit était endormi. Le petit qui est devenu le père de mon consultant. Donc vous comprenez que mon consultant, il a la mémoire pour sauver mes sœurs, il faut que quand je dors, j'ai l'air de ne pas dormir. Ce qui déclenche le somnambulisme. Sauf que là, le cas particulier de cette histoire, c'est que le grand-père n'est pas décédé, qu'il se voit, et que le petit, il aime son grand-père. Donc la maman, elle me dit, j'en ai parlé avec mon mari, il est d'accord pour qu'on en parle au petit, mais il préfère que ce soit vous. Donc là, il faut toujours laisser le choix. J'ai expliqué à l'enfant que son grand-père, quand il était plus jeune, il a fait des grosses bêtises qui ont eu des conséquences. Et que si ça l'intéressait, eh ben, un jour on lui dirait quelles sont ses bêtises. Mais que c'est pas parce qu'il a fait des grosses bêtises qu'il ne doit plus l'aimer. Parce que ça pourrait être culpabilisant pour l'enfant d'aimer son grand-père. Et c'était une histoire de notoriété, tout le monde savait, hein, il avait été emprisonné, ça avait été... Alors ce grand-père avait été lui-même incesté. Donc l'idée dans ces cas-là, c'est d'ouvrir le dialogue et peut-être de laisser une chance à l'autre aussi. C'est-à-dire que le grand-père, il était réhabilité. Alors après, comme me disait ma consultante, hein, il n'est pas question de le laisser tout seul avec des gamins aujourd'hui. Hein, on ne va pas prendre de risques. Mais en tout cas, l'idée, c'est pas de le condamner. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous donner comme exemple encore, hein? Bon, ça c'est Muriel Robin. Vous connaissez l'histoire de Muriel Robin, hein? Muriel Robin, toute son enfance, elle se demande pourquoi elle a des frères et sœurs, mais qui sont beaucoup plus âgés qu'elle. Et toute son enfance, elle se demande pourquoi ses parents l'ont eu si tard. Hein. Et un jour, sa mère qui est atteinte d'Alzheimer, lui dit « Tu sais, j'ai pas eu ton père dans ma vie. C'est tout. » Puis comme il a Alzheimer, Muriel Robin n'a pas trop cherché à comprendre. Mais elle a toujours eu un mal de vivre chronique. Et plus tard, une fois que sa mère est décédée, la meilleure amie de sa mère lui dit, ben voilà, comme ta mère est décédée, maintenant je peux te le dire, elle m'a demandé de te le dire, en fait tu n'es pas la fille de ton père. Ta mère, elle était follement amoureuse, elle vendait des chaussures, elle faisait les marchés, et il y avait un marchand de chaussures dont elle était follement amoureuse, c'était une grande passion, et du coup c'était le fruit d'un adultère.
Mais elle l'a su très très tardivement, elle a fait plein de dépressions, elle ne savait pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est son histoire, je vous l'ai fait courte. Donc les secrets inavouables, toujours dans les secrets inavouables, donc l'inceste, la prison, la prostitution. Ah, je vais vous donner un bel exemple de prostitution. C'est un jeune homme qui vient me voir, je rencontre à Paris, il a des TOC, il souffre de TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, il ne peut pas mettre le pied sur un trottoir. Alors évidemment, s'il avait été dans vos belles montagnes, ça aurait été moins compliqué. Mais là, à Paris, ne pas pouvoir mettre le pied sur un trottoir, c'est quand même un petit peu gênant. Eh bien, figurez-vous que 2 ans avant sa naissance, sa mère, je ne sais plus pour quelle raison, elle est emprisonnée. Elle est emprisonnée, je ne sais plus pourquoi, mais elle est emprisonnée. Bon, ça ne me revient pas. Et quand elle sort de prison, évidemment, elle est bannie du clan, elle est bannie de la famille, personne ne va l'entendre parler, personne ne veut lui donner du travail, elle est à la rue. Et bien elle se dit, ma foi, elle décide de se prostituer, elle se prostitue 3 mois. C'est vraiment pas son truc, c'est pas une vocation. Elle se prostitue 3 mois, elle n'en parlera à personne. Personne de la famille sait qu'elle s'est prostituée. Et donc lui, quand je lui demande, est-ce qu'il y a eu des cas de prostitution, il dit non, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez mener votre enquête? Et là, sa mère lui dit, oui, je me suis prostituée avant de t'avoir. Et lui, il est allergique au trottoir. Je vais vous donner un autre exemple. C'est un monsieur, il travaille, il fait du convoyeur de fonds. Convoyeur de fonds, ça se passe au Portugal. Et un jour, il y a un accident. Les portes du camion sont ouvertes, le magot est là, il n'y a personne. Pas de témoin. C'est tentant. Il se dit, qu'est-ce que je fais? Pas de témoin, et hop, il prend le magot. Et puis voilà. Sauf que, on va découvrir que c'est lui, enfin je ne sais plus comment, on découvre que c'est lui. Eh bien, le petit-fils, Julien, à l'âge de 15 ans, on ne sait pas quelle idée lui a traversé l'esprit, mais il décide de fabriquer une petite bombe artisanale. Non, j'ai oublié une partie de l'histoire. Non, il se fait prendre la main dans le sac. Au moment où il prend les billets, le grand-père, il y a un collègue qui arrive, il y a un témoin, on le prend la main dans le sac. Et bien Julien, quand il fait son expérience là, de bombe artisanale, qu'est-ce qui va se passer? Ça va lui péter entre les mains et il va perdre ses 2 mains. Il a 2 moignons. C'était un des premiers greffés de mains en France. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu comprends que tu as solutionné le problème de ton grand-père, toi on ne peut pas te choper les mains dans le sac. Hein. Il n'y a plus de mains. Vous voyez un peu? Donc prostitution, prison, meurtre, suicide. Alors les suicides, vous savez qu'à l'époque, on ne passait pas à l'église, c'était un gros problème si on se suicidait. Donc on disait, bon, on ne sait pas. Il y avait les faillites aussi. Quand on faisait faillite, c'était vraiment des secrets. Les changements d'identité. Après la guerre, il y a beaucoup de juifs qui ont changé d'identité. Hein. Ça, c'est des secrets qui ont... L'homosexualité, n'en parlons pas. L'homosexualité, c'était plus que tabou. Et j'ai mis CHS. CHS, c'est les centres hospitaliers spécialisés. Vous savez, des gens qui partent en psychiatrie. À l'époque, quand on avait un enfant, un frère, un parent qui était, entre guillemets, considéré comme fou, ben, on n'en parlait pas, c'était honteux, c'était des secrets inavouables. Sauf que le ou la folle, ben, ça me fait penser au film, au merveilleux film Le bal des folles, avec Mélanie Laurent, je crois. Vous l'avez vu ce film? Magnifique, regardez-le. En fait, elle est médium, on la prend pour une folle, on l'enferme en psychiatrie, dans un hôpital psychiatrique de l'époque, c'était de la torture, c'était barbare. Hein. Et du coup, l'infirmière en chef qui a perdu sa sœur, elle va lui donner un message de sa sœur, et l'infirmière en chef va comprendre qu'elle n'est pas folle, mais qu'elle est médium, elle va pouvoir s'évader, mais c'est un film magnifique. Vraiment, hein, le bal des folles, très dur, mais très réaliste, très très réaliste. Hein. Donc, la médiumnité, j'aurais pu le mettre, hein, les secrets inavouables. Si vous aviez une grand-mère qui avait des perceptions médiumniques, c'était honteux à l'époque. Hein. Donc, voilà. Rappelez-vous que la vérité libère et construit, et que c'est l'amour qui guérit. Très important, ça. On arrive au terme de cette conférence pour rester dans les temps. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que si
Vous avez compris que les secrets, ce sont des héritages. Ça peut être parfois des héritages maudits, ça peut être parfois moins maudits. Il y a des moyens de s'en libérer. Il y a des moyens de s'en libérer. Je crois que la première chose à faire face à un secret, c'est de ne pas porter de jugement. Qui est-on pour porter un jugement? Qui est-on pour porter un jugement? Qu'aurait-on fait à la place des personnes concernées? Si je suis à la place de l'aveugle, je suis aveugle. Si je suis à la place du cul-de-jatte, je ne cours pas. Donc pas de jugement, et puis essayer de comprendre. Et puis si la personne est décédée, eh bien, il y a des moyens, par la médiumnité, par des actes psychomagiques. On peut faire une lettre aux ancêtres, on peut se libérer. Il n'y a pas de fatalité. Il y a, j'ai envie de dire, s'il y a un problème, il n'y a que des solutions. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de... Vous êtes encore vivant, vous avez vos petits secrets, commencez à les dévoiler pour libérer votre descendance. Sûrement pas, elle dit la dame, hein. Sûrement pas. Hein. Alors moi, j'ai pas de secret. Vous n'avez pas de secret, vous. Et c'est tout. Mais c'est sûrement qu'il y en a eu. C'est sûrement qu'il y en a eu au-dessus de vous. Vous solutionnez, on ne fait pas de secret. Non, parce que dites-vous bien une chose, c'est que quand on fait un secret, après il faut vivre avec. La femme qui abandonne un enfant et qui refait sa vie, elle va porter le poids du secret toute sa vie. Hein? Donc, c'est pas simple. Hein? Donc, il y a des actes psychomagiques, il y a plein de manières de se libérer, et voilà. Et faire un travail en psychogénéalogie, c'est faire un cadeau, un beau cadeau à soi, à ses ancêtres et surtout à ses descendants. Et moi, j'estime que c'est une discipline qu'on devrait enseigner à l'école parce que c'est de la logique, c'est du bon sens et ça permet de mieux se connaître soi, de mieux connaître son arbre. Et je ne sais plus qui disait, rappelle-toi d'où tu viens. C'est important de savoir d'où on vient, de savoir les secrets qu'on porte. Alors peut-être que tout à l'heure, il y a des ancêtres qui vont se manifester, qui vont vous parler de leurs secrets, sait-on jamais, je ne sais pas, c'est pas moi qui vais décider. Voilà, nous arrivons au terme de cette séance. Je vous remercie infiniment de votre attention, de votre écoute. Je donne des ateliers sur tout ça, mais il n'y en a pas de prévu. N'hésitez pas à venir me voir vers chez moi. Je conclurai cette conférence en vous disant que l'idée, c'est d'identifier et de comprendre les héritages invisibles pour se libérer du poids du secret de nos ancêtres ou des nôtres et de se guérir des blessures du silence. Comprendre le passé pour mieux vivre le présent afin de retrouver son pouvoir créateur, parce que nous avons un pouvoir créateur, on a un pouvoir, vous n'imaginez même pas, et envisager le futur sereinement. Merci infiniment, merci particulièrement à l'association La Source d'Espérance de vous proposer des sujets comme ça, parce que ça peut changer des vies. Merci François. Merci Chantal.